Donc, c'est pas facile d'intervenir après mes deux collègues, mais bon, je vais le faire en abordant l'ouvrage de Benoît, peut-être sous un angle un peu différent, certainement complémentaire. Mais d'abord, c'est un plaisir et vraiment un honneur de commenter cet ouvrage qui constitue vraiment, qui reconstitue en fait, et mes collègues l'ont souligné, par le fin détail, en fait, cette trajectoire, puisqu'il s'agit vraiment d'une trajectoire de développement de Fondation au cours des 20 dernières années. Et je vais le faire avec beaucoup de modestie parce que je dois vous dire que je l'ai lu 3 fois et que je sens bien que j'ai encore beaucoup d'heures à y consacrer pour comprendre vraiment les imbrications de ce modèle d'organisation, puisque c'est l'angle que je vais aborder, qui est Fondation. Et donc, je souscris aux commentaires de mes collègues précédents. Donc, c'est un ouvrage qui fait une description fine, rigoureuse de la trajectoire de développement de cette organisation-là. Et vous allez... j'ai trouvé tout à l'heure que Juan avait l'air bien excité en parlant tout à l'heure, et j'ai senti la même excitation en le lisant et en présentant ça. C'est une monographie, comme on en a très peu, souvent en tout cas, de monographie aussi en profondeur d'une entreprise collective et qui, c'est plus dans l'air du temps de faire ces choses-là avec autant de rigueur et qui donc est probablement annonciatrice de beaucoup de travaux qui pourraient en découler, des travaux de réflexion, d'analyse. Et donc, ce que je vous propose, c'est de livrer des premiers commentaires autour de Fondation comme organisation, sachant que l'idée, c'est de lancer la discussion et que nous aurons peut-être d'autres séminaires dans cet esprit-là dans les mois et les années à venir. Parce que Benoît nous ouvre une belle boîte noire et effectivement, ça suscite en fait beaucoup de questionnements et je dirais, moi, d'enseignement en quelque sorte. Alors, évidemment, il faut faire des choix, hein, et donc ces choix-là, je les ai faits en fonction de ce que je suis moi-même. Et donc, je les ai faits autour d'une question qui était celle-ci. Je pensais à une histoire que je ne vous raconterai pas, mais une légende, en fait, amérindienne, autour du petit oiseau qui voulait changer le monde. Et ça m'a fait penser à, dans le fond, l'histoire d'un petit fond qui voulait changer le monde. Et donc, c'est un peu dans cet esprit-là, quand on est petit, comment change-t-on le monde? Et donc, c'est un peu en retraçant comment on s'est organisé pour le faire que j'essaierai de poser quelques idées que Benoît décrit bien, mais peut-être de le faire un peu différemment. Et donc, ce défi-là, en fait, d'être petit et de vouloir changer le monde, c'est le défi, je crois, que de beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Appelons-les entreprises économie sociale, appelons-les entreprises sociales, appelons-les responsabilité sociale, appelons-les comme on veut, mais que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, auxquelles beaucoup d'entreprises aujourd'hui font face. S'inscrire dans une forme d'innovation sociale, comment faire ça quand on n'est pas très grand, quand on évolue dans un environnement qui n'est pas tellement accueillant pour l'innovation sociale. Et donc, comment est-ce qu'on y arrive? Et là, je pense que Fondation pourrait donner bien des leçons à plusieurs types d'organisations. Alors, je vais, comme vous l'avez compris, aborder ça sous le petit bout. Ce ne sera pas le grand bout comme Robert l'a souligné. Donc, sur le petit bout, c'est-à-dire comment s'est construit cet outil-là qui est l'organisation Fondation pour déployer son utopie rêvée, son utopie pratiquée. Alors, évidemment, je ne vais pas revenir sur l'émergence ou la pré-émergence, disons, ce n'est pas là où j'ai le plus à apporter. Par contre, sur l'émergence, et donc je vais peut-être me concentrer sur les enjeux de la croissance, parce que Benoît découpe le livre à pré-émergence, émergence, croissance et croissance-maturité. Et donc, je vais peut-être m'intéresser plus à ce moment où l'organisation est en croissance et où elle doit donc faire face à des défis, des tensions entre sa mission et les enjeux de croissance. Et donc, évidemment, dans un premier temps, on a cette ambition démesurée, cette utopie rêvée dont nous parlait Benoît et Desroches. Donc, et là, je veux revenir à cette idée des objectifs génériques et des objectifs spécifiques au départ. Hein. Donc,
dès le départ, pour Fondaction, on s'aligne sur 2 grands types d'objectifs. Des objectifs, donc les objectifs d'un fonds de travailleurs, qui est d'investir dans des entreprises pour créer de l'emploi, hein, et en mettant en place des mécanismes pour faciliter l'accès à l'épargne, c'est pas nouveau, mais aussi des objectifs spécifiques qui sont ceux d'une organisation qui a un projet, peut-être un projet de transformation sociale et un projet d'intérêt sociétal, donc intérêt collectif et intérêt sociétal, qui sont donc de faire progresser la démocratie économique, la participation des travailleurs, tout à l'heure Paul-André en faisait mention, et de proposer d'une vision du développement durable. Donc, dès le départ, on a ces 2 types d'objectifs-là qui se rencontrent, donc ils rajoutent, disons, à la complexité du modèle, et on s'entend que, et on l'a bien vu, qu'ils sont susceptibles de générer des tensions, évidemment, dans le concret, dans la pratique, dans l'organisation, dans les choix, etc. Et c'est, je crois, ce que Paul-André nous a bien mis en évidence. Mais Fondaction, à l'émergence, il n'y a pas le droit au temps long des entreprises d'économie sociale. Hein, les entreprises d'économie sociale, elles ont un temps long. Elles sont plus patientes. Elles sont moins pressées. Hein, elles ne sont pas pressées par des actionnaires. Fondaction est créée et n'a pas droit à ce temps long. Doit quand même vite s'organiser. La souscription, l'investissement, développer une politique d'investissement, des critères d'investissement, tout ça doit être fait à la vitesse grand V. On a peu de ressources propres. Et là, on voit un fonds d'action qui est bien, comment dire, un fonds d'action qui se définit par sa communauté, qui est la communauté syndicale, où on a des gens qui viennent de cette communauté-là, qui viennent porter main forte au projet. Et à l'interne, on a déjà une organisation qui mobilise une équipe de collaborateurs qui va être transengagée, dont certains sont issus effectivement de la communauté syndicale. Mais moi, ce qui m'a frappé dans cette émergence-là, c'est, et on l'a vu dans d'autres recherches qu'on a fait avec Benoît, Marie Bouchard, Luc Bernier, c'est ce choix qui est fait d'en faire un fonds généraliste. Et ça, ce n'est pas dans l'air du temps. Quand on part un fonds de capital de risque, on le fait spécialiser de façon à pouvoir accompagner avec des ressources très spécialisées, des entreprises très spécialisées. Ça, c'est le nerf de la guerre pour qu'un fonds fonctionne. Chez Fondaction, on dit non, ça va être un fonds généraliste. Et ce qui reflète les impacts, les effets socio-économiques qu'on veut avoir, etc. Mais on va voir plus tard que c'est ce choix-là qui est peut-être plus difficile que le fonds classique, on pourrait dire, qui va lui donner une certaine marge de manœuvre, justement, pour se déployer autour du développement durable. Et donc, une phase de croissance qui est décrite par ailleurs dans le livre, on sait que la phase de croissance d'une entreprise collective, et j'ose parler d'entreprise collective dans ce cas-ci, c'est souvent le théâtre d'une forme de normalisation des processus organisationnels. Hein. Il faut professionnaliser, il faut introduire des outils de gestion, il faut planifier, contrôler, se coordonner, substituer la coordination à personne par de la coordination, par des structures, par des procédures, etc. C'est ça, les enjeux de l'entreprise collective quand elle croît. On voit aussi souvent un recentrage du projet. Ce grand projet utopique va se recentrer autour d'un projet peut-être plus réalisable, plus pratique. Hein, et donc, c'est un peu ce qu'on observe, des activités qui vont aussi être recentrées pour accroître la pertinence de l'organisation au regard d'une clientèle qui va en s'élargissant, s'agrandissant, qui est plus hétérogène. Donc, on a la nécessité de répondre à des besoins peut-être un peu plus hétérogènes. Alors, qu'est-ce qu'on observe dans cette phase de croissance dans le cas de Fondaction? 3 choses, mais je vous dirai dans un an, peut-être que j'en observerai peut-être davantage, mais a priori. Donc, d'une part, sous l'impact d'une conjoncture défavorable à cette époque de croissance que Benoît décrit bien, bien, le fonds, il demeure généraliste, c'est-à-dire multisectoriel, multiterritorial. Il se recentre un peu, mais il conserve ce gène-là, je dirais, de fonds généraliste. Et par ailleurs, donc, un certain recentrage, mais toujours autour d'une perspective généraliste. Mais par ailleurs, ce qu'on voit, c'est que le projet de transformation sociale, qui va s'incarner notamment dans les objectifs spécifiques autour du développement durable, de la participation des travailleurs, de la démocratisation, etc., bien lui, il ne va pas s'affaiblir, au contraire, il va se renforcer.
Et donc, c'est au moment de la croissance, au moment où on vit des enjeux au niveau de la conjoncture, que ce projet de transformation sociale, lui, va se renforcer. Et donc, on va l'articuler de façon plus serrée au métier de fondation lui-même, qui est dans le capital de risque. Hein. Et donc, c'est là la vision du développement durable qui va s'articuler autour de la finance responsable. Et il faut dire qu'à cette époque-là, j'oserais même dire aujourd'hui aussi, et Marie-France pourra peut-être davantage en témoigner, la finance responsable, c'est encore un peu quand même une utopie. C'est-à-dire que ce n'est pas encore un marché aujourd'hui. Et à l'époque, c'était encore davantage dans les balbutiements, et en particulier quand on parlait de la finance responsable destinée, l'investissement responsable chez les individus. Oui, les caisses de retraite, mais chez les individus, je pense que les changements de comportement ne sont pas encore là, et il était encore moins à l'époque. Et donc, on fait ce choix-là de resserrer donc l'articulation des objectifs spécifiques autour de la finance responsable dans une perspective de développement responsable, de développement durable. Et ça va avoir des implications au plan organisationnel et au plan de la gouvernance, bien entendu. On ne s'adresse pas aux entreprises de la même façon quand on veut promouvoir des pratiques environnementales de développement durable aux entreprises que l'on finance. Et donc, cette vision-là d'un fonds de travailleurs articulé autour de la finance responsable comme expression du développement durable, bien, va poser des défis. Et ça pose le défi de l'appropriation par les actionnaires, par les entreprises, puis par les partenaires. Et on a vu que ce n'est pas toujours évident. Et le choix de cette orientation-là, si on peut dire, qui était déjà dans les gènes de Fonds d'action à l'origine, bien, ça va être le fruit d'une très large consultation des partenaires. Partenaires au sens très large, dans le cadre d'une planification stratégique, très ouverte, très ouverte à tous ces partenaires-là. Et cet exercice-là va être l'occasion, en fait, et Benoît le montre bien, de mobiliser ces groupes-là autour d'une perspective de développement durable par un fonds de travailleurs. Donc, comment je dirais, la planification stratégique ici est une opportunité, une occasion de faire entrer dans le processus de gestion de l'organisation les acteurs qui vont avoir un intérêt, qui vont avoir quelque chose à dire et de les faire cheminer aussi vers une perspective commune. Et donc, comme toute planification, bien, cette orientation-là va se traduire par des actions ou des politiques organisationnelles, plusieurs, mais certaines plus que d'autres qui doivent être soulignées ici. Et là, je vais faire référence au chapitre de Marie-France et de ses collègues. Donc, le choix d'adhérer aux principes internationaux en matière de développement durable, ces principes auxquels Paul-André faisait référence tout à l'heure. Et on pourrait se dire, bien évidemment, Fonds d'action fait le choix de s'astreindre à un processus de reddition de comptes à travers des critères qu'il n'a pas choisis, qui nous viennent d'un univers autre que le nôtre. Alors, Fonds d'action choisit d'adhérer aux lignes directrices de la GRI et du Pacte mondial de l'ONU. Donc, on fait déjà des choix là. Ce ne seront pas n'importe lequel type de certification qui lui paraissent donc plus en cohérence. Alors, évidemment, on se dit, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Première réponse, bien sûr, c'est un argument de marketing. Première réponse, donc ça va nous permettre de générer de la confiance, de la légitimité auprès de nos actionnaires, investisseurs potentiels, etc. Par contre, quand on regarde ce que Marie-France et ses collègues ont fait, bien, on se rend compte qu'en fait, ce que Fonds d'action a choisi, c'est d'être aux premières loges, d'être le meilleur de classe dans ces certifications-là, et donc d'être reconnu à quelque part comme un modèle au point de lui permettre, en fait, d'être reconnu par l'organisme lui-même et d'être appelé à faire partie des instances qui sont consultées pour redéfinir ces critères-là. Et donc, on voit un fonds d'action qui devient, à quelque part,
un peu un entrepreneur institutionnel ici qui choisit d'être le plus conforme pour, après, mettre ses critères de conformité un peu plus à sa main. Et donc, toutes sortes d'autres choses vont se passer, notamment, Fondation sera appelée à définir, en fait, à écrire l'annexe sur les institutions financières pour la GRI. Et donc, on est moins ici dans une perspective de marketing, d'argument marketing, que dans une perspective d'être le meilleur de classe pour influencer après coup. Alors, peut-être, il me reste très peu de temps. Alors, qu'est-ce qui se permet à ce petit fonds-là de contribuer à changer le monde? Alors, je vais aller rapidement. Une chose qui m'a vraiment frappée dans l'évolution de Fonds d'Action, c'est sa capacité à changer sans changer vraiment. Sa capacité à changer tout en restant le même. Capacité à changer, quand on fait de l'innovation sociale, il faut quand même changer. Mais quand on a une mission d'intérêt général, il faut quand même aussi pas trop changer. Et donc, j'ai relevé quelques leviers qui permettent de comprendre comment on arrive un peu à gérer cette tension de changer sans changer. Innover, mais en restant conforme à ses intentions de départ. D'abord, des objectifs, on l'a vu, qui se clarifient avec le temps. Deuxièmement, le positionnement comme fonds généraliste, pour moi, c'est un élément clé qui donne de la marge de manœuvre, qui permet bien sûr de gérer les risques, etc., qui l'oblige à être bonne dans toutes sortes de secteurs, mais qui lui donne une marge de manœuvre après coup pour faire ses choix d'investissement et notamment vers le développement durable. Et dans tout ça, en fait, ce qu'on voit, je pense, ce fonds généraliste-là lui a apporté une certaine flexibilité. La gouvernance, on voit des ajustements en continu aux modalités de gouvernance qui vont essayer de toujours avoir le souci de refléter les objectifs multiples qui sont ceux de Fonds d'Action, à la fois les objectifs génériques et spécifiques, puis qui sont rendus nécessaires, en fait, pour assurer la transparence, des administrateurs indépendants, mais en même temps une présidence assumée par l'organisation syndicale qui assure une continuité, donc du changement et de la continuité régulièrement. Le choix des administrateurs avec des critères aussi qui sont assez avant-gardistes, qui se calent un peu sur la loi au niveau du secteur public. Une diversité des milieux de provenance des administrateurs dans les instances de gouvernance qui va permettre d'assurer un dialogue entre les différents intérêts liés au fait qu'on est sur des objectifs multiples. Et une gestion participative, effectivement, il y a des niveaux où on n'a pas d'informations, mais une gestion participative à tout le moins au niveau de l'équipe. Et là, il faut toujours se mettre aussi dans le contexte qu'on est quand même dans le secteur financier. Et donc, d'avoir des structures horizontales, des structures aplaties, de la coordination horizontale par les personnes plutôt que par les procédures. On est peut-être dans des formes d'innovation organisationnelle relativement à un secteur financier ici. Évidemment, ça nécessite aussi des personnes, et Benoît rend bien hommage à ces personnes. Ça oblige à travailler en dehors des silos. Donc, on a des personnes qui vont être à l'aise de travailler dans le flou. Peut-être aussi, et là, ce sera exploré, peut-être aussi des collaborateurs qui sont un peu plus généralistes que ce qu'on retrouve dans le secteur financier d'habitude, pour être capable, justement, de travailler en horizontal. Alors, je veux simplement terminer sur une petite réflexion qui m'est venue. Et donc, évidemment, en toute modestie, moi, je pense que Fonds d'Action représente une forme qu'on pourrait dire postmoderne d'organisation. Une forme postmoderne par la pluralité de ses objectifs. Une gouvernance qui intègre ses parties prenantes dans un processus de dialogue. On l'a vu avec la planification stratégique. Par la transparence dans le contrôle, qui s'incarne notamment dans ses outils de reddition de comptes. Donc, les outils de reddition de comptes qui sont très, très élaborés, c'est de la transparence aussi. On se met à plat avec ces outils-là. Par une gestion participative où on remplace le coach, le coach devient, le patron devient coach, la vision et la mission se substituent aux méthodes de contrôle, etc., où les frontières de l'organisation ne sont pas étanches. On a moins parlé de Fonds d'Action comme entreprise réseau ici, qui lui donne aussi cette agilité pour innover.
et qui gère sa dépendance à son environnement par une internalisation des acteurs de son environnement, hein, et de leurs préoccupations. Et donc, peut-être, je ferai une petite hypothèse, que les défis soulevés par mes collègues sont peut-être pas inatteignables quand on part d'un modèle d'organisation comme celui-là, qui a cette agilité, cette flexibilité, et je m'arrêterai ici.